Il existe, sous la poussière des airs et l'oubli des océans, une question qui dérange les certitudes. Et si la Terre avait déjà connu une société avancée, il y a 100 000 ans, non pas les silhouettes fragiles de chasseurs-cueilleurs que l'archéologie nous montre, mais une civilisation disparue, effacée si profondément qu'il ne reste presque rien. Les pierres auraient été broyées par les glaciers, les métaux rongés par le sel, les souvenirs avalés par le temps. Pourtant, dans chaque ruine engloutie, dans chaque trace énigmatique laissée sur la roche, plane une ombre. Avons-nous vraiment été les premiers ? Ou ne faisons-nous que marcher dans les pas effacés d'un monde plus ancien, dont la mémoire s'est dissoute avant même que l'histoire ne commence ? Il est difficile d'imaginer ce que signifie 100 000 ans. Ce chiffre paraît simple, presque modeste, face aux milliards d'années que la Terre a traversées. Pourtant, dans l'échelle de l'histoire humaine, c'est une éternité. 100 000 ans, c'est plus de 4000 générations qui se succèdent, vivent, disparaissent et s'effacent, non. Dans ce gouffre silencieux, presque tout ce que nous connaissons, tout ce que nous construisons serait englouti. Les routes se désagrégeraient, en poussière en dehors, les villes se changeraient en forêts et les métaux retourneraient breton ni à la terre. L'humanité moderne, telle que nous la connaissons, n'aurait laissé qu'un souffle de cendres dans les archives géologiques. Le temps profond n'est pas un temps humain. C'est une force qui dissout, qui dévore, qui efface jusqu'aux preuves les plus solides. Les montagnes elles-mêmes s'effritent sous ces siècles, et les océans se déplacent, avalant des continents entiers. Les glaciers avancent des reculs, remodelant le sol comme une main invisible qui écrase et aplanit. Si une société avait fleuri il y a 100 000 ans, quelles cicatrices en resterait-il ? Très peu. Peut-être quelques fragments minéralisés, dispersés dans des couches de sédiments. Peut-être des anomalies dans la composition du sol, des traces d'alliage improbables, ou des dépôts chimiques qui trahiraient une activité industrielle oubliée. Pour comprendre cette idée, il faut contempler ce qu'il adviendrait de notre propre monde si nous disparaissions aujourd'hui. Dans 100 ans, la plupart des structures visibles se seraient effondrées. Dans 1000 ans, les forêts auraient englouti les villes, les lacs auraient avalé les barrages, et les tours de béton ne seraient nées plus que des carcasses éventrées. Dans 10 000 ans, les métaux se seraient oxydés au point de disparaître, les routes seraient redevenues strates géologiques, et seuls quelques objets en pierre, en céramique ou en plastique auraient une chance de résister. Dans 100 000 ans, même ces traces ténues seraient méconnaissables, altérées, transformées par la pression et l'érosion. La géologie nous apprend que les couches de la Terre sont comme un livre, mais un livre incomplet, lacunaire, où les pages sont arrachées, brûlées, réécrites sans cesse. Chaque ère, chaque climat, chaque bouleversement recouvre ce qui précède. Les civilisations modernes, si elles n'étaient pas protégées par des fossiles fossilisés dans des conditions exceptionnelles, pourraient en être effacées presque entièrement. Ce constat ouvre une brèche dans nos certitudes. Comment être sûr qu'aucune autre société n'a existé avant nous si tout peut disparaître si vite à l'échelle du temps profond ? Il y a, dans certaines anomalies géologiques, des indices troublants. Des sphères métalliques trouvées dans des mines sud-africaines, vieilles de millions d'années, intriguent encore. Des marques gravées dans la pierre, trop régulières pour être purement naturelles, apparaissent dans des contextes où elles ne devraient jamais pas exister. Bien que la science les explique souvent par des phénomènes géologiques ou par l'imagination humaine, elle laisse flotter une question. Et si certaines de ces cicatrices étaient les reliques déformées d'un monde antérieur ? La Terre ne conserve pas ses habitants avec générosité. Même les plus grandes cités de l'Antiquité ont failli disparaître de nos mémoires, englouties sous le sable ou sous les vagues. Il a fallu des siècles de fouilles pour redonner forme à Troie, à Ninive, à Ankor. Que dire alors d'une cité qui aurait fleuri 100 000 ans avant nous ? Elle aurait eu tout le temps d'être pulvérisée par les cycles du climat, effacée par la tectonique, réduite à un silence minéral. Cette pensée dérange, car elle implique que notre vision du passé est peut-être incomplète, que notre confiance dans la continuité de l'histoire est fragile. Nous nous voyons comme les pionniers de la technique, les premiers à bâtir, à dominer la matière, à écrire le futur. Mais peut-être sommes-nous seulement les héritiers inconscients d'un cycle beaucoup plus ancien, dont nous avons perdu toute trace. La civilisation pourrait n'être qu'un ressac, revenant et disparaissant encore et encore, comme les vagues sur la grève. Il existe une métaphore saisissante dans la géologie, celle des discordances, ces zones où les couches sédimentaires sautent brusquement des millions d'années, comme si une page entière de l'histoire terrestre avait été arrachée.
Là, tout a pu se produire sans que nous n'en sachions rien. Une civilisation entière aurait pu naître et mourir dans cette béance, et la pierre ne nous en dirait rien. Seules quelques cicatrices, discrètes, tordues, mal interprétées, pourraient subsister. Et parfois, dans la culture humaine, ces absences prennent forme en mythes. L'Atlantide, les terres englouties, les âges d'or détruits d'un temps par les dieux, tout cela pourrait être la mémoire déformée d'un effacement lointain. Les mythes, comme les pierres, portent des cicatrices. Ils gardent en eux des traces de désastres réels, de bouleversements vécus, que l'imagination a recouverts de symboles. Quand Platon raconte la fin d'une civilisation disparue 9000 ans avant lui, faut-il seulement y voir une allégorie, ou bien une ombre venue d'un passé encore plus ancien, transmis par des voix qui ne savaient même plus ce qu'elles portaient. 100 000 ans, c'est un gouffre qui dévore la mémoire. Pourtant, ce gouffre laisse parfois transparaître un reflet, une énigme, une cicatrice qui ne se referme pas tout à fait. Dans les profondeurs des mines, dans les anomalies chimiques des sols, dans les récits étranges des traditions orales, il reste des fissures. De ces fissures s'échappent des lueurs de possible, comme si quelque chose avait existé, puis avait été avalé par le temps profond. Si nous écoutons le silence des pierres, si nous contemplons les couches géologiques comme un manuscrit troué, nous comprenons alors que la certitude de notre unicité repose sur un sol fragile. Nous sommes peut-être les seuls, mais nous pourrions aussi être les derniers échos d'un cycle oublié. Et dans les cicatrices du temps profond, ce doute s'élargit, discret et persistant, comme une fracture qui attend d'être explorée. 100 000 ans, une durée qui semble minuscule dans la respiration des étoiles, mais qui, pour une civilisation humaine, représente un abîme infranchissable. C'est le temps nécessaire pour que les montagnes se tassent, que les fleuves changent de lit, que les déserts avancent et reculent comme des mers de sable vivantes. C'est aussi le temps où presque tout ce qui est construit, pensé, inventé, peut disparaître sans laisser plus qu'une trace ténue, parfois méconnaissable. Penser à ce que 100 000 ans effacent, c'est regarder notre propre monde avec une lucidité nouvelle, car ce que nous croyons durable ne l'est pas. Un simple regard sur les villes modernes nous montre l'illusion de la permanence. Nos gratte-ciels de verre et d'acier, nos routes de béton, nos machines sophistiquées semblent solides, presque indestructibles. Pourtant, privés d'entretien, ils se décomposent rapidement. Le béton se fissure, s'effrite, se change en sable. L'acier rouille, se dilate, se fragmente jusqu'à redevenir poussière rouge. Même les plus grands barrages qui domptent les fleuves se remplissent peu à peu de sédiments et se transforment en cascades ruinées. Nos infrastructures, que nous pensons invincibles, ne sont que des structures éphémères face au siècle. Imaginons alors que tout s'arrête, que plus aucune main humaine n'entretienne les murs, les ponts, les routes. Dans quelques décennies, les plantes envahiraient les rues. Les racines soulèveraient les dalles, les herbes fendraient l'asphalte. Dans les quartiers autrefois illuminés, les arbres reprendraient dans leur place, colonisant les façades et les toits. Les animaux reviendraient, d'abord timidement, puis en maîtres, les villes redeviendraient pins, forêts, plaines, marécages, et sous ce manteau végétal, la mémoire de notre monde se dissoudrait. Après 10 000 ans, l'immense majorité de nos créations aurait disparu. Même les plus solides monuments et pyramides, temples, statues, porteraient déjà les marques d'une érosion impitoyable. Les sables les recouvriraient, les séismes les briseraient, les glaciers les réduiraient en fragments. À l'échelle de 100 000 ans, presque tout aurait été broyé, réabsorbé, confondu avec la roche environnante. Les couches géologiques se refermeraient sur nous comme une couverture implacable, effaçant les détails, ne laissant que des traces indistinctes. La question devient alors vertigineuse. Que pourrions-nous retrouver d'une civilisation antérieure si elle avait existé il y a 100 000 ans? Les bâtiments, non. Les routes, non. Les métaux, presque certainement pas. Même les ossements humains se dégradent en quelques millénaires, à moins de conditions exceptionnelles. La nature n'offre qu'une maigre hospitalité à la mémoire des vivants. Pour qu'une trace survive, il faut un miracle de conservation. Une sédimentation rapide, un ensevelissement soudain, une fossilisation imprévue. Sans ces hasards, le temps efface tout. Ce constat nous oblige à la modestie. Car si une société avancée avait existé bien avant la nôtre, il n'est pas étonnant que nous n'en voyions presque rien. Les rares indices seraient entamés des anomalies, des fragments énigmatiques échappés de la destruction générale, peut-être des objets transformés par la pression en minéraux étranges, peut-être des dépôts chimiques inhabituels dans une couche géologique, des empreintes si ténues
qu'elles se confondent avec des phénomènes naturels. L'histoire récente nous offre déjà des exemples frappants de cet effacement. La cité de Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus, resta engloutie et oubliée pendant plus de 3 millénaires. Angkor au Cambodge fut recouverte par la jungle, si bien que pendant des siècles, elle ne fut connue que par des légendes. Même Troie, que l'on croyait imaginaire, ne fut retrouvée qu'après de longues recherches. Et pourtant, ces cités ne datent que de quelques millénaires. Si elles avaient été plus anciennes de 10 ou 20 fois, il n'en resterait probablement rien. L'océan, surtout, est le grand gardien des disparitions. Les mers montent et descendent au fil des ères glaciaires. Des continents entiers, aujourd'hui engloutis, ont existé dans un passé proche. Le Doggerland, vaste plaine reliant l'Angleterre au continent européen, fut habité par des peuples il y a seulement 10 000 ans. Aujourd'hui, il dort sous la mer du Nord. Plus anciens encore, des plateaux et des vallées côtières ont été submergés, effaçant les traces de ceux qui y vécurent. Si une société avancée avait prospéré près des rivages il y a 100 000 ans, son souvenir repose peut-être désormais sous des centaines de mètres d'eau. À cela s'ajoute la puissance des forces géologiques. La tectonique des plaques recycle la croûte terrestre. Des pans entiers de continents glissent, plongent dans le manteau, disparaissent à jamais. La croûte terrestre n'est pas un musée figé, c'est un tapis mouvant qui avale ses propres fragments. Les preuves matérielles d'un monde ancien, si elles existaient, auraient pu être digérées par la Terre elle-même. Même la mémoire humaine n'échappe pas à l'effacement. Les traditions orales se transmettent, se transforment, s'oublient. Après seulement quelques générations, un récit peut devenir méconnaissable. Les mythes parlent souvent d'âges d'or, de civilisations détruites par les dieux, de mondes engloutis. Peut-être ne sont-ils que des inventions symboliques, mais peut-être aussi gardent-ils, dans leur langage détourné, l'écho d'événements réels, de sociétés effacées dont le souvenir s'est dilué. La science elle-même reconnaît la difficulté de lire le passé profond. L'hypothèse dite silurienne a été posée par des chercheurs sérieux. Si une civilisation industrielle avait existé il y a plusieurs millions d'années, quelles traces en resteraient-il ? Leur réponse fut troublante. Presque aucune. Peut-être de légères anomalies isotopiques, des dépôts étranges dans les sédiments, des déséquilibres chimiques qui sembleraient claques et naturels mais qui pourraient en réalité être artificiels. Autrement dit, les cicatrices laissées par une civilisation dans le temps profond seraient si discrètes que nous pourrions les contempler chaque jour, sans les reconnaître. 100 000 ans ne sont donc pas qu'une mesure du temps. C'est une frontière entre ce qui reste visible et ce qui s'efface. C'est le seuil où la mémoire humaine, les artefacts, les monuments, tout s'abîme dans le silence. Nos propres créations, que nous croyons éternelles, connaîtront ce destin. Et si nous disparaissions demain, dans 100 000 ans, presque rien ne parlerait encore de nous. Peut-être un tesson de céramique, peut-être une empreinte de plastique fossilisé, des fragments si dérisoires qu'un regard futur les attribuerait au hasard ou les confondrait avec de simples caprices de la géologie. Ainsi, réfléchir à ce que 100 000 ans effacent, c'est accepter que notre vision du passé est fragile, parcellaire. C'est admettre que, sous les sédiments du temps, il peut y avoir des mondes dont nous ne savons rien. Des mondes dont les traces, trop discrètes, se confondent avec les pierres, avec les légendes, avec les silences. Et c'est là peut-être que commence le vertige. Non pas dans les preuves que nous possédons, mais dans celles que nous avons irrémédiablement perdues. Il existe dans les marges de l'archéologie et de la géologie une série d'objets et de découvertes qui dérangent. On les appelle parfois des anomalies, parfois des curiosités, parfois des mystères. Ce sont des fossiles impossibles, des pierres troublantes, des artefacts que l'on dit anachroniques. Leur authenticité est souvent contestée, leurs explications rejetées, mais ils persistent dans l'imaginaire comme des cicatrices qui ne s'effacent pas. Il semble dire « et si l'histoire était plus complexe que ce que nous croyons ?» Depuis le XIXe siècle, les mineurs, les géologues et les chercheurs ont parfois mis au jour des objets qui défitronnent la chronologie admise. Parmi les plus célèbres, il y a les petites sphères métalliques découvertes en Afrique du Sud, enfouies dans des couches vieilles comptent de plusieurs milliards d'années. Certaines sont parfaitement lisses, d'autres présentent des rainures trop régulières pour être attribuées au hasard. La plupart des scientifiques les considèrent comme des formations naturelles, issues de processus géologiques. Mais pour d'autres, elles éveillent une inquiétude. Et si elles étaient les vestiges déformés d'un monde oublié, dont la mémoire s'est perdue dans la roche, il y a aussi ces empreintes de pas humains supposées, découvertes parfois au voisinage de fossiles de dinosaures.
La science orthodoxe rappelle que ces marques sont souvent des traces d'animaux mal interprétés ou des fractures naturelles de la pierre. Pourtant, le trouble demeure. L'idée d'un pied d'humain traversant une ère où l'homme n'existait pas agit comme une fissure dans nos certitudes. Elle rappelle combien le sol que nous foulons est rempli d'énigmes, et combien notre lecture du passé est fragile. Des marteaux, des clous, des objets forgés ont également été signalés, enchâssés dans des couches géologiques datées de millions d'années. Les plus sceptiques parlent de fraude, de confusion, d'erreur de datation. Peut-être. Mais la persistance de ces histoires, la répétition de ces découvertes étranges dans différentes régions du monde dessine une inquiétude. Il pourrait exister des fragments arrachés à une chronologie qui n'est pas la nôtre. Ces objets, même si on les conteste, incarnent la possibilité d'un récit plus vaste que celui que nous admettons. Les pierres elles-mêmes gardent parfois des marques que nous ne savons pas toujours expliquer. Gravures, formes géométriques, signes qui paraissent avoir été tracés par une main volontaire. Certaines sont rejetées comme des illusions, des résultats de fractures naturelles ou d'érosion. Mais il suffit d'une seule ligne régulière, d'un cercle parfait gravé dans une roche ancienne, pour que le doute s'installe. Le doute, ici, n'est pas une certitude de fraude ou d'erreur, mais la conscience que nous ne savons pas tout. Les out-of-place artifacts, ces objets hors de leur temps, sont devenus célèbres précisément parce qu'ils nourrissent cette part de mystère. La plupart des chercheurs les considèrent comme des légendes, et beaucoup ont été effectivement discrédités. Mais au-delà des polémiques, Pankol, ils révèlent une vérité plus subtile. La Terre, dans ses couches profondes, est remplie de signes que nous ne comprenons pas toujours. Et dans ces zones d'incertitude, il est possible de projeter d'autres récits. L'archéologie, dans ses marges, croise souvent la mythologie. Les récits d'âges disparus, de civilisations englouties, se mêlent aux découvertes étranges. Une pierre gravée devient alors la preuve rêvée d'une Atlantide oubliée. Un fossile déroutant devient l'écho d'un peuple ancien. La science prudente écarte ces liens comme des illusions, mais dans l'imaginaire collectif, ils persistent, car ils répondent à une intuition profonde, celle que notre histoire pourrait être incomplète. Ce qui rend ces anomalies si bourdonnantes, si troublantes, ce n'est pas seulement leur existence, mais leur fragilité. Elles sont souvent isolées, uniques, difficiles à reproduire ou à confirmer. Et pourtant, elles hantent. Un fossile impossible ne suffit pas à réécrire l'histoire, mais il suffit à fissurer notre confiance. Ces pierres troublantes deviennent alors des symboles. Elles nous rappellent que le passé profond est un territoire obscur, que nous n'avons exploré qu'à la surface, et que derrière la science rassurante demeure une immensité de possibles. Certains chercheurs ont proposé une autre manière de lire ces anomalies. Plutôt que de les considérer comme des preuves ou des erreurs, on pourrait les voir comme des cicatrices du temps, des traces d'un monde où des processus complexes laissent parfois des signatures qui ressemblent aux nôtres. Peut-être que certaines pierres gravées ne sont pas des messages, mais des jeux de la nature qui imitent nos formes. Peut-être que certaines sphères métalliques ne sont pas des artefacts, mais des œuvres minérales perfectionnées par des millions d'années de pression. Dans ce cas, ces anomalies nous rappellent une autre leçon. Le monde naturel était capable de créer des formes qui défient nos catégories, et nous devons accepter de ne pas toujours savoir où commence l'humain et où finit la pierre. Mais il y a aussi la possibilité inverse, plus dérangeante, celle où certaines de ces pierres, certains de ces fossiles, seraient réellement les reliques d'un monde perdu. Dans cette hypothèse, une civilisation ancienne aurait laissé des traces minimes, réduites à presque rien par l'érosion, mais encore capables de ressurgir par fragments. Et alors tout change, car cela signifie que ce que nous tenons pour des exceptions marginales pourrait être, en réalité, les derniers reflets d'une histoire effacée. L'imaginaire humain s'est toujours nourri de ces énigmes. Des statues trop vieilles pour être expliquées, des cartes anciennes qui semblent représenter des continents engloutis, des pierres gravées d'astres que l'on croyait invisibles à l'œil nu. Même si beaucoup sont des inventions, leur simple existence dans notre culture montre notre désir de croire que le passé recèle plus qu'on ne peut en dire. Ce désir n'est pas naïf, il est né de l'expérience de l'oubli. Car nous savons que tant de choses, même proches, ont disparu sans retour. Alors pourquoi ne pas imaginer que d'autres, plus anciennes, aient subi le même sort ? Les fossiles impossibles et les pierres troublantes ne sont pas seulement des objets, mais des miroirs. Ils reflètent notre angoisse devant l'immensité du temps et notre incapacité à tout connaître.
Ils reflètent aussi notre fascination pour les civilisations disparues et pour l'idée que nous ne sommes peut-être pas les premiers. Ils rappellent enfin que la Terre est une archive incomplète, où l'absence de preuve n'est pas toujours la preuve de l'absence. Si l'on marche dans une grotte, si l'on observe les parois marquées par des griffures anciennes, on peut y voir des gestes humains ou de simples accidents naturels. Le doute ne s'efface pas. Et ce doute est fertile. Il nous pousse à chercher, à interroger, à imaginer. C'est dans cette zone grise entre le certain et l'incertain que naît l'étrange. Et c'est peut-être là, justement, que se cache la mémoire de mondes perdus. La géologie est souvent décrite comme la mémoire de la Terre, mais c'est une mémoire imparfaite, trouée, réécrite sans cesse par les forces titanesques qui façonnent la planète. Les roches, les sédiments, les couches stratifiées gardent la trace de climats anciens, de mers disparues, de cataclysmes oubliés. Pourtant, au milieu de ces archives minérales, certains songent à ce qui pourrait s'y dissimuler, les échos effacés de civilisations fantômes, des sociétés avancées, nées puis disparues il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'années, dont les vestiges auraient été broyés, transformés, recyclés par la lente mécanique du temps. Imaginer de telles civilisations demande de comprendre la cruauté du temps profond. Les continents dérivent, se déchirent, se percutent. Les montagnes s'élèvent, puis s'érodent. Les océans recouvrent des terres, puis se retirent. En quelques millions d'années, des paysages entiers disparaissent, avalés par la tectonique ou réduits en poussière. Si une civilisation avait laissé des villes, des routes, des monuments, combien de ces traces auraient en survécu ? Probablement aucune. La surface terrestre est sans cesse renouvelée, et ce qui n'est pas fossilisé avec une précision miraculeuse est condamné à l'oubli. Et pourtant, la géologie conserve parfois des marques énigmatiques. De fines anomalies chimiques apparaissent dans certaines couches de sédiments. Excès de carbone, concentration inhabituelle de métaux, dépôts jalons qui semblent artificiels. La science les interprète souvent comme le résultat d'événements naturels, volcans, impacts d'astéroïdes, changements climatiques soudains. Mais ces strates étranges pourraient aussi être comprises autrement, comme les cicatrices involontaires d'une activité industrielle ancienne, effacée depuis longtemps mais encore perceptible dans les archives minérales. Prenons l'exemple du Permien, il y a environ 252 millions d'années. À cette époque, un cataclysme provoqua l'extinction de la majorité des espèces. Les géologues y voyant la conséquence d'éruptions colossales qui libérèrent du dioxyde de carbone et bouleversèrent le climat. Mais si l'on osait une autre lecture, on pourrait y voir ce que laisserait derrière elle une civilisation consumant massivement des combustibles, altérant l'atmosphère, transformant les sols. Bien sûr, cette hypothèse demeure une spéculation, mais elle montre à quel point les cicatrices de la Terre peuvent être lues de plusieurs manières, selon ce que nous cherchons à y voir. Les civilisations fantômes se devinent aussi dans les discordances géologiques. Ce sont ces discontinuités où des millions d'années manquent à l'appel, comme si des pages entières de l'histoire terrestre avaient été arrachées. Ces vides ouvrent un espace vertigineux. Que s'est-il passé dans ces intervalles effacés ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ces blancs sont comme des invitations au doute, des interstices où l'imagination peut loger des mondes entiers, nés puis disparus sans laisser de traces suffisantes. Un autre terrain fertile est celui des dépôts fossiles. Les roches conservent parfois des formes organiques d'une précision troublante, mais elles peuvent aussi fossiliser des objets inertes, des empreintes, des structures inattendues. Certaines découvertes rapportées, pierres aux motifs géométriques, empreintes régulières, nourrissent l'idée que la Terre pourrait garder les ombres d'artefacts anciens, altérés au point d'être méconnaissables. La plupart sont expliqués par des phénomènes géologiques. Pourtant, leur existence rappelle que la frontière entre le naturel et l'artificiel n'est pas toujours claire quand on scrute le passé profond. Si nous projetons notre propre monde 100 000 ans dans le futur, nous comprenons mieux le problème. Les déchets plastiques, certains alliages, certains dépôts chimiques subsisteront dans les sols, mais leur interprétation ne serait pas évidente pour une espèce qui apparaîtrait bien plus tard. Peut-être verrait-il dans ces strates un excès étrange de carbone, une concentration anormale de substances synthétiques. Peut-être les prendrait-il pour le résultat d'un volcanisme atypique ou d'un événement climatique. Les signes d'une civilisation ne sont pas toujours lisibles en tant que tels.
Ils peuvent être confondus avec des processus naturels. Alors, si nous avons du mal à imaginer comment nos propres traces seront interprétées, comment être certain qu'aucune autre civilisation n'a laissé des indices déjà mal compris? Il existe aussi des pierres dont la disposition intrigue. Dans certaines régions, des alignements géométriques semblent trop réguliers pour être naturels, mais trop anciens pour être attribués à l'action humaine connue. Les archéologues y voient dans des coïncidences des formations naturelles. Pourtant, dans le regard de certains, ce sont les fantômes d'architecture perdue, les fragments méconnaissables de constructions effacées. Là encore, la frontière entre science et imagination est mince, mais elle témoigne d'un besoin profond, celui de relier les anomalies marines du sol à un récit plus vaste. Les mythes eux-mêmes parlent souvent de terres englouties, de royaumes disparus, de mondes détruits parce que par le feu ou l'eau. L'Atlantide de Platon n'est que le plus célèbre de ces récits, mais presque toutes les cultures portent l'écho de civilisations effacées. Ces récits, pour la science, sont des symboles, des métaphores. Pourtant, dans une lecture parallèle, ils deviennent les souvenirs déformés de véritables mondes disparus. Les civilisations fantômes de la géologie ne sont peut-être pas seulement enfouies sous la pierre, mais aussi sous les couches du langage et de la mémoire. La possibilité de telles civilisations change notre rapport à nous-mêmes. Nous nous voyons comme uniques, premiers à atteindre ce degré de complexité technique et culturelle. Mais si d'autres nous avaient précédés, leur destin serait un avertissement silencieux. Car ils auraient connu, comme nous, le poids du temps profond. Ils auraient bâti, exploré, dominé, puis se seraient effacés, absorbés par la terre sans presque rien laisser derrière eux. Leur oubli serait une leçon. La grandeur humaine, si elle existe, est toujours fragile face au cycle géologique. Il n'est pas nécessaire de croire fermement à l'existence de ces civilisations fantômes pour reconnaître leur pouvoir. Leur simple hypothèse nous oblige à interroger les certitudes que nous posons sur le passé. Elle nous rappelle que la Terre est ancienne au-delà de nos mesures, et que ce que nous voyons n'est qu'un fragment. Elle nous enseigne enfin l'humilité. Nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir rêvé d'échapper à l'oubli, et nous ne serons peut-être pas les derniers à être engloutis. Ainsi, dans la géologie, il y a plus que des pierres et des fossiles. Il y a des absences, des blancs, des anomalies. Ces silences peuvent être lus comme de simples trous dans l'histoire naturelle, mais ils peuvent aussi être interprétés comme les cicatrices d'un passé plus riche que ce que nous connaissons. Entre ces deux lectures, il n'y a pas toujours de certitude, seulement une tension, un vertige. Et dans ce vertige, les civilisations fantômes continuent de hanter notre imaginaire, comme des ombres que le temps n'a pas complètement effacées. Depuis que l'être humain a appris à se rassembler autour du feu et à raconter, les mythes ont accompagné son souffle. Ils sont nés de la peur, du rêve et du mystère, mais aussi de la mémoire. Car dans ces récits d'âge d'or et de mondes détruits, il se pourrait qu'existent les reflets d'événements réels, amplifiés, distordus, recouverts de symboles. Ce sont ces échos, ces murmures venus de l'aube, qui intriguent. Et si, derrière la poésie des légendes, se dissimulaient les souvenirs déformés d'une civilisation perdue, antérieure à tout ce que nous connaissons? L'exemple le plus célèbre est celui de l'Atlantide. Platon, dans ses dialogues, rapporte l'histoire d'une île immense et prospère, engloutie par les flots en une seule nuit. Pour beaucoup, ce récit n'est qu'une parabole philosophique, une mise en garde sur l'orgueil et la décadence. Mais pour d'autres, il pourrait s'agir d'un souvenir transmis par des traditions plus anciennes, conservé à travers les siècles comme le vestige d'une catastrophe réelle. L'Atlantide ne serait pas seulement une invention, mais l'écho d'un effacement. Dans presque toutes les cultures, on retrouve des récits de déluge. La Bible parle des eaux qui submergèrent le monde, mais ce mythe se retrouve aussi en Mésopotamie, en Inde, en Amérique du Sud, en Océanie. Des peuples séparés par des océans ont gardé la mémoire d'un temps où les flots engloutirent la terre, où les hommes furent dispersés, où les dieux punirent une humanité corrompue. Il est possible que ces légendes soient les souvenirs déformés des dernières grandes montées des eaux lorsque les glaciers fondirent et que les mers recouvrirent les rivages. Mais elles pourraient aussi contenir autre chose, la trace de mondes disparus dont il ne reste plus que la voix des anciens. Les Grecs parlaient des âges successifs de l'humanité, l'âge d'or, d'argent, de bronze, de fer. Derrière cette progression mythologique, on peut lire une nostalgie, celle d'un temps plus lumineux, où les hommes vivaient proches des dieux avant de sombrer dans la dureté et la guerre. En Inde, les textes védiques évoquent aussi des cycles immenses, des yugas, où les civilisations naissent, atteignent leur sommet, puis s'effondrent pour recommencer.
Ces récits ne sont pas de simples inventions, ils traduisent une intuition profonde, celle de la fragilité des mondes humains et de leur répétition dans le temps. Dans les Andes, les légendes parlent de civilisations détruites par les eaux, remplacées par de nouveaux peuples. Les Mayas et les Aztèques croyaient à des soleils successifs. Plusieurs mondes s'étaient déjà écroulés avant le leur, chacun balayé par un cataclysme. Les aborigènes d'Australie, dans leur temps du rêve, racontent des terres transformées, des continuités brisées. Partout, l'humanité a porté l'idée que ce qu'elle vit n'est pas unique, mais qu'il y eut avant elle d'autres âges, d'autres civilisations. Il serait facile de voir là qu'une simple création symbolique, un besoin de donner un sens à la mort et au désastre. Mais il est possible aussi que ces mythes aient une fonction plus subtile, celle de conserver la mémoire d'événements réels, trop anciens pour être transmis autrement. La tradition orale, sur des milliers d'années, transforme, enjolive, mais elle peut garder un noyau de vérité. Ainsi, certaines légendes polynésiennes parlaient d'îles englouties, et des géologues ont découvert que ces récits correspondaient à des territoires noyés par la montée des mers. Si des civilisations avaient existé il y a 100 000 ans, il est peu probable que leurs monuments aient en survécu. Mais peut-être leurs souvenirs, transmis de génération en génération, auraient traversé le gouffre du temps en se changeant en récits mythiques. La mémoire humaine est fragile, mais elle a cette particularité. Elle transforme l'histoire en symbole, et le symbole, lui, peut traverser les millénaires. Dans certains mythes, on trouve des détails troublants. Des peuples anciens évoquent des connaissances astronomiques qu'ils n'étaient pas censés posséder. Des récits décrivent des cataclysmes d'une précision étonnante. Bien souvent, les chercheurs expliquent cela par des coïncidences ou par des savoirs acquis par observation patiente. Mais il reste la possibilité que certains de ces savoirs soient des héritages, transmis depuis des temps si anciens que leur origine en fut oubliée. La mythologie des origines est alors comme une archive vivante, mais brouillée. Chaque mythe est une strate, une couche de mémoire, recouverte d'autres interprétations. Lire un mythe, c'est comme lire une roche. Il faut deviner ce qui est naturel, ce qui est altéré, ce qui est ses vestiges. Les civilisations fantômes ne nous laissent pas seulement des anomalies dans la géologie, mais peut-être aussi ses échos dans les récits. Et si l'âge d'or, dont parle tant de cultures, avait réellement existé? Non pas un temps surnaturel, mais une période où une société avancée avait fleuri, avant de s'effacer. L'idée n'a rien d'impossible. Il suffirait que cette civilisation ait été engloutie par un désastre, puis que sa mémoire ait survécu sous forme de récits mythiques. Les hommes qui vécurent après auraient transmis ces histoires comme on transmet une légende, sans savoir qu'ils portaient la mémoire d'un monde réel. La mythologie devient alors le miroir du temps profond. Elle ne nous offre pas des preuves, mais des échos. Des bribes de voix qui résonnent à travers des milliers d'années. Ces voix nous disent toujours la même chose. Il y a eu avant, il y aura après. Ce que nous croyons unique est peut-être un cycle. Et nous-mêmes, un jour, deviendrons légendes, puis mythes, puis poussière. Dans ce silence des origines, les mythes sont peut-être les dernières lueurs d'une mémoire plus ancienne que nous. Ils sont les fantômes parlants de civilisations effacées qui continuent d'exister dans les récits que nous racontons encore aujourd'hui. Et tant que nous les répétons, même sans les comprendre, nous gardons en nous les échos d'un passé invisible. Les océans couvrent aujourd'hui plus de 70% de la surface de la Terre. Ils sont des archives mouvantes, opaques, qui conservent dans leur profondeur des fragments de mondes effacés. Lorsque l'on évoque l'idée de civilisation disparue, le regard se tourne souvent vers ces abysses, car c'est là, sous les vagues, que dorment les traces les plus fragiles. Cités englouties, terres disparues, continents perdus que la mémoire humaine a transformés en légendes. À la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, les glaciers fondirent, les mers montèrent de plus de 100 mètres et des millions de kilomètres carrés de terres côtières furent submergés. Si l'on imagine ce même phénomène répété sur des échelles plus vastes encore, il n'est pas difficile de concevoir qu'une civilisation ayant prospéré près des rivages il y a 100 000 ans ait pu être totalement effacée. Ces villes, ces ports, ces monuments auraient été avalés par l'océan, puis recouverts de sédiments et d'algues, jusqu'à devenir méconnaissables. Certaines découvertes intriguent déjà. Au large du Japon, près de l'île de Yonaguni, gisent des structures massives aux angles géométriques, semblant taillées dans la roche. Certains y voient les vestiges d'une cité engloutie, d'autres des formations naturelles façonnées par la mer. Mais la ressemblance avec des escaliers,
des terrasses, des murs est si frappante que le doute persiste. Quoi qu'il en soit, Yonaguni incarne cette idée fascinante. Ce que nous prenons pour des énigmes géologiques pourrait être, en réalité, la mémoire effacée d'une architecture oubliée. Dans l'océan Indien, au large de l'Inde, des explorations sous-marines ont mis au jour des structures inhabituelles dans le golfe de Cambay. Des alignements de pierres, des fondations qui rappellent des constructions humaines. Leur datation suggérerait une ancienneté vertigineuse, difficile à concilier avec l'histoire connue. Les sceptiques parlent de formation naturelle, d'erreurs d'interprétation, mais l'idée reste là. Et si ce que nous croyons être la préhistoire des villages agricoles cachait en réalité les ruines de villes bien plus anciennes, englouties par les flots? Les récits mythologiques font écho à ces découvertes. L'Atlantide, évoquée par Platon, est le plus célèbre de ces continents perdus. Mais d'autres traditions parlent de terres englouties. Les légendes celtiques de Lyonès, les traditions hindoues de Dwarka, les récits malais d'îles disparues. Tous décrivent un même motif, une civilisation brillante, détruite par les eaux. Les océans deviennent ainsi le grand cimetière des mondes humains, un lieu où la mémoire se dissout dans le sel et le silence. Le Doggerland en est une preuve récente. Cette vaste plaine qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen était habitée par des chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, elle repose sous la mer du Nord, invisible. Ce n'était qu'à travers des carottes de sédiments et des restes fossilisés que nous savons qu'elle fut un monde vivant. Si un tel territoire a pu disparaître en si peu de temps, combien d'autres, plus anciens, ont été engloutis sans laisser de traces reconnaissables? La tectonique ajoute à ce vertige. Des terres entières ont été englouties non seulement par les mers, mais par la dynamique de la croûte terrestre. Des fragments de continents se sont brisés, dérivant au fil des millions d'années. Certains scientifiques parlent de micro-continents perdus, comme la mystérieuse Mauritia, engloutie sous l'océan Indien. D'autres évoquent des blocs disparus, engloutis au fil des âges. Ces sont terres oubliées, les sont des cicatrices qu'on a de la planète, et elles nourrissent l'idée qu'elles auraient pu abriter, un temps, des mondes humains dont il ne reste rien. La mémoire culturelle entretient cette obsession des continents perdus. Mu, Lemuria, Atlantis. Autant de noms qui flottent entre la science et le mythe. Lemuria, imaginé au XIXe siècle pour expliquer la répartition de certaines espèces, fut vite abandonnée comme hypothèse scientifique. Mais elle survécut comme symbole, celui d'une terre effacée, d'un monde que l'on ne peut retrouver que dans le rêve et l'imaginaire. Ces mythes, même réfutés, témoignent de notre besoin de croire que sous les océans se cachent les vestiges de civilisations disparues. Si une société avancée avait réellement existé 100 000 ans avant nous, il est probable que ses plus grandes cités aient été construites près des côtes, car les rivages sont toujours des lieux de prospérité. La mer nourrit, relie, ouvre le monde. C'est là que se sont élevées la plupart des grandes civilisations connues. Mais c'est aussi là que la mer reprend sans cesse son territoire. Le destin des villes côtières est d'être englouties. Ce fut le cas pour certaines cités antiques, et cela pourrait être encore le sort de métropoles modernes dans les siècles à venir. Alors pourquoi ne pas imaginer que ce cycle ait déjà eu lieu bien avant nous? Les structures englouties et les continents perdus représentent plus que des énigmes archéologiques. Ils incarnent la fragilité de la mémoire humaine et la puissance de la Terre. Les océans, vastes et indifférents, effacent les mondes comme on efface une écriture sur une tablette d'argile. Mais parfois ils laissent un fragment, un indice, un relief qui suscite le doute. C'est ce doute qui nourrit notre fascination. En contemplant la mer, nous voyons une surface tranquille. Mais sous cette surface, il y a des vallées, des montagnes, des plaines entières, des paysages que nous n'explorons presque pas. Et dans ces paysages engloutis dorment peut-être les ombres de civilisations fantômes. Les abysses ne sont pas seulement des lieux de silence et de ténèbres, ils sont aussi des archives, mais des archives inaccessibles, écrites dans un langage que nous ne savons pas encore déchiffrer. Ainsi, chaque découverte sous-marine, chaque ruine suspecte, chaque relief étrange est une porte entr'ouverte vers une question plus vaste. Combien de mondes ont déjà disparu avant le nôtre ? Les structures englouties et les continents perdus ne nous donnent pas de certitude. Ils nous offrent seulement des énigmes, des fragments, des illusions qui persistent. Mais c'est précisément ce qui les rend puissants. Ils rappellent que nous ne savons presque rien et que les océans gardent encore leurs secrets. Il arrive parfois que l'archéologie se heurte à des objets étranges, impossibles à replacer dans la chronologie admise.
des fragments métalliques, des outils, des mécanismes qui semblent avoir été façonnés par une intelligence technique bien avant l'apparition officielle de l'industrie. Ces découvertes sont rares, contestées, souvent rejetées comme des erreurs d'interprétation ou des supercheries. Pourtant, elles persistent comme des énigmes, des cicatrices de l'histoire qui nourrissent une question obsédante. Et si certaines traces technologiques venaient non pas de notre propre lignée, mais d'un monde antérieur, effacé du temps? L'un des exemples les plus célèbres est le mécanisme d'Anticythère. Découvert dans une épave grecque datant du IIe siècle avant notre ère, cet assemblage complexe de roues dentées miniatures fut longtemps incompris. Ce n'est qu'avec les technologies modernes que l'on comprit qu'il s'agissait d'un calculateur astronomique capable de prévoir les éclipses avec une précision étonnante. Si un tel objet pouvait être oublié si longtemps, que dire de dispositifs encore plus anciens, dont nous n'aurions gardé aucun souvenir? Le mécanisme d'Anticythère ne vient pas d'une civilisation perdue, mais il prouve qu'une technologie avancée peut disparaître, puis reparaître des siècles plus tard comme une énigme incompréhensible. D'autres découvertes vont plus loin encore. Au XIXe siècle, des mineurs mirent au jour un marteau de fer enfermé dans une roche supposée vieille de plusieurs dizaines de millions d'années. L'explication officielle évoque des concrétions naturelles autour d'un objet plus récent. Mais pour certains, l'objet reste un signe troublant, une technologie anachronique prisonnière du temps profond. Dans d'autres cas, des clous, des sphères métalliques, des objets façonnés auraient été trouvés dans des couches géologiques impossibles. La science y voit des intrusions modernes, des contaminations, des illusions. Mais l'imaginaire y perçoit les vestiges d'un autre âge, les restes distordus d'une société disparue. Certains indices sont moins spectaculaires, mais tout aussi troublants. On retrouve dans certaines strates géologiques des traces d'écrans de carbone ou de métaux qui ressemblent à des déchets industriels. L'hypothèse la plus probable reste volcanique ou météoritique, mais des chercheurs ont posé une question dérangeante. Si une civilisation industrielle avait existé il y a plusieurs centaines de milliers d'années, ne laisserait-elle pas précisément ce genre de marques? Des dépôts chimiques indéchiffrables qui pourraient en passer pour des accidents naturels, mais qui seraient en réalité les ultimes fantômes d'une activité technique. Les mythes eux-mêmes parlent parfois d'armes ou d'objets étranges qui rappellent des technologies avancées. Dans les textes védiques, on lit des descriptions de machines volantes, les Vimana, capables de traverser le ciel et de semer la destruction. Les armes divines décrites dans ces récits évoquent même parfois des phénomènes qui ressemblent, de manière troublante, aux explosions nucléaires ou au rayonnement moderne. Les sceptiques rappellent qu'il s'agit de métaphores, de poésie mythologique. Mais il est possible aussi que ces récits conservent la mémoire déformée de technologies oubliées dont la fonction s'est transformée en mythe sacré. Ce qui rend ces traces tant technologiques aussi intrigantes, c'est leur isolement. Elles apparaissent comme des éclats sans contexte, difficiles à authentifier, impossibles à replacer dans une continuité historique. Elles ne forment pas un corpus solide, mais une poussière de signes, chacun contestable, chacun fragile. Pourtant, c'est précisément cette fragilité qui fascine, car elle ressemble à ce que laisserait derrière elle une civilisation effacée. Non pas de grandes villes préservées, mais des fragments déconnectés, énigmatiques, flottant dans la roche et dans la mémoire. En observant notre propre monde, nous comprenons à quel point une technologie peut disparaître rapidement. Si notre civilisation s'éteignait demain, que resterait-il dans 100 000 ans? Les plastiques fossilisés, certains alliages, quelques débris de satellites tombés au sol. Mais les circuits électroniques, les fibres optiques, les mécanismes complexes seraient embroyés par le temps. Ce qui survivrait apparaîtrait comme des anomalies isolées, difficiles à interpréter. Pour une espèce future, ces fragments pourraient sembler trop sophistiqués pour appartenir à une époque si ancienne, mais trop rares pour être crédibles comme témoignage d'une société avancée. C'est cette logique qui nourrit l'idée des civilisations fantômes. Si elles ont existé, elles ne nous ont pas laissé de villes entières, mais seulement quelques traces incompréhensibles. Et nous, dans notre arrogance, nous les rejetons comme impossibles, parce qu'elles ne s'intègrent pas dans notre récit. Mais peut-être est-ce ce que le temps profond fait toujours. Il ne conserve pas l'ensemble, seulement des fragments décontextualisés qui ressemblent à des erreurs. L'archéologie orthodoxe rappelle avec raison que la plupart de ces objets anachroniques sont expliqués par des processus naturels ou des fraudes. Pourtant, le fait même que tant d'histoires circulent, que tant de fragments soient rapportés, révèle une inquiétude plus profonde. Nous savons que notre mémoire est fragile,
que nos archives sont incomplètes et que l'histoire humaine elle-même a failli disparaître plus d'une fois. Ces traces pour un technologique impossible deviennent alors le symbole de cette angoisse, l'idée que le passé pourrait cacher plus que ce que nous croyons. Le doute devient encore plus fort lorsque l'on considère les avancées scientifiques modernes. Nous avons appris que la vie sur Terre existe depuis des milliards d'années et que des millions d'espèces sont apparues puis ont disparu. Dans un tel océan de temps, pourquoi l'intelligence technique n'aurait-elle émergé qu'une seule fois, et seulement il y a quelques millénaires ? La possibilité que d'autres formes de sociétés complexes aient existé, puis se soient effacées sans laisser plus que quelques cicatrices technologiques, devient au moins concevable. Ces traces qui ne devraient pas exister sont peut-être des illusions, mais elles sont aussi des invitations. Elles nous forcent à regarder le sol, les pierres, les fossiles avec un autre regard. Elles nous rappellent que la frontière entre nature et artifice, entre hasard et intention, est parfois floue, et elles laissent flotter dans l'air une question persistante. Et si ces fragments n'étaient pas des accidents, mais les ultimes témoins d'un monde effacé ? Dans le silence des couches géologiques, dans les profondeurs des mines, dans les récits anciens, ces traces se dressent comme des éclats de mémoire. Elles ne prouvent de rien, mais elles éveillent une inquiétude. Car si elles étaient réelles, elles changeraient en s'enlit tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans l'histoire. En 2018, 2 chercheurs de la NASA publièrent un article qui fit frissonner plus d'un esprit curieux. L'un était climatologue, l'autre astrophysicien. Ensemble, ils formulèrent une question audacieuse. Si une civilisation industrielle avait existé sur Terre bien avant nous, serions-nous capables d'en retrouver les traces aujourd'hui ? Ce fut la naissance de ce que l'on appela l'hypothèse silurienne, du nom d'une époque géologique vieille de plus de 400 millions d'années. L'idée, posée sans provocation, était d'abord un exercice de pensée scientifique, mais ses implications résonnent bien au-delà. Car si la réponse est non, alors l'absence de preuves ne garantit pas que nous soyons réellement les premiers. L'approche des chercheurs était méthodique. Ils ne cherchaient pas à prouver l'existence d'anciennes civilisations, mais à se demander quels marqueurs laisserait la nôtre si elle disparaissait demain. Leurs conclusions furent étrangement inquiétantes. La plupart de nos traces matérielles, bâtiments, routes, machines, disparaîtraient en moins de quelques dizaines de milliers d'années. Les métaux se corroderaient, les plastiques de là se dégraderaient, les archives s'effaceraient. En 100 000 ans, il ne resterait presque rien de tangible. Ce qui survivrait, ce seraient donc des indices diffus, inscrits non pas dans les monuments, mais dans la géologie et la chimie de la planète. Ainsi, l'empreinte la plus durable de notre civilisation pourrait être dans les couches de carbone, de métaux rares et de composés chimiques que nous laissons derrière nous. L'augmentation rapide de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, déjà inscrite dans les sédiments marins, deviendrait une cicatrice lisible pendant des millions d'années. Les dépôts de plastique, s'ils se fossilisent, formeraient 500 des strates étranges dans les couches futures. L'exploitation massive des métaux laisserait des anomalies isotopiques difficiles à expliquer naturellement. Autrement dit, ce que nous appelons l'Anthropocène, l'époque marquée par l'impact humain, se lirait comme une anomalie géologique. C'est ici que l'hypothèse prend sa force. Car si notre passage sur Terre peut laisser de telles cicatrices, alors pourquoi ne pas imaginer que d'autres, bien avant nous, aient laissé des signatures similaires ? Peut-être avons-nous déjà croisé ces anomalies, mais nous les avons interprétées comme des phénomènes naturels, des pics inexpliqués de carbone dans des strates anciennes, des dépôts métalliques anormaux, des changements brusques dans la composition des sols. Tout cela pourrait, dans une autre lecture, devenir le souvenir d'une civilisation effacée. Le vertige vient de là, car si l'on accepte cette possibilité, alors le passé profond cesse d'être un récit figé. Il devient un champ d'ombre où l'absence de preuves n'est plus une certitude, mais une limite de notre regard. Les civilisations fantômes pourraient avoir existé, mais elles auraient été digérées par la Terre, réduites à des indices si ténus qu'ils se confondent avec le bruit naturel des archives géologiques. L'hypothèse silurienne a aussi une autre portée. Elle invite à penser la fragilité de notre propre monde, car si nous devions disparaître, que resterait-il de nous ? Peut-être un signal isotopique, une fine couche de plastique fossile, un excès de carbone. Rien qui dise nos langues, nos œuvres, nos rêves, rien qui raconte nos histoires. Seulement la trace brute d'une perturbation, inscrite dans la pierre comme une blessure sans visage.
L'idée qu'un monde entier puisse se réduire à un simple excès de dioxyde de carbone est à la fois terrifiante et poignante. Cette réflexion rejoint une intuition ancienne, présente dans les mythes et les traditions. L'idée que les civilisations ne sont pas éternelles, qu'elles naissent et meurent, et que leurs traces se dissolvent dans le temps. Mais ici, ce n'est plus la mythologie qui le dit, c'est la science elle-même. L'hypothèse silurienne ne cherche pas à prouver l'existence d'Atlantide ou d'autres mondes perdus. Elle rappelle simplement que, même si ces mondes avaient existé, il serait presque impossible d'en retrouver les preuves matérielles. Et cette simple reconnaissance suffit à ouvrir un gouffre de doute. Certains critiques rappellent que la science a besoin de preuves tangibles, pas d'hypothèses vertigineuses. Ils soulignent que toutes les anomalies géologiques connues trouvent dans des explications naturelles crédibles. C'est vrai, mais la force de l'hypothèse ne réside pas dans une preuve, elle réside dans un constat. Nous ne pouvons pas exclure totalement ce que nous ne pouvons pas vérifier. C'est une invitation à l'humilité, à la prudence dans notre lecture du passé. Imaginons un instant une civilisation ayant existé il y a 100 000 ans. Elle aurait pu développer des techniques, exploiter des ressources, transformer son environnement. Si elle a disparu, peut-être a-t-elle laissé, comme nous, une cicatrice chimique. Mais 100 000 ans plus tard, cette cicatrice ne serait plus qu'un détail perdu dans l'immensité des strates, un excès interprété comme volcanisme ou météorite. Nous passerions à côté sans le voir, comme nous passons à côté de tant de signes. L'hypothèse silurienne, par sa sobriété, dérange davantage que les récits mythiques, car elle n'invoque pas de miracle, pas de continent magique, ni de légende flamboyante. Elle n'exige que ce constat. Le temps profond efface presque tout, et les seules traces qui persistent sont ambiguës. Si nous devions chercher les civilisations anciennes, nous ne devrions pas regarder les pierres taillées, mais les anomalies dans les sédiments. Non pas les ruines, mais les cicatrices invisibles dans la chimie de la Terre. En cela, l'hypothèse nous invite aussi à réfléchir à notre futur, car si nous devions disparaître, nous deviendrions à notre tour un fantôme géologique. Une civilisation réduite à un signal discret que d'autres pourraient un jour contempler sans comprendre. Cela transforme notre propre histoire en avertissement. Notre grandeur, nos technologies, tout cela est fragile. À l'échelle du temps profond, nous ne sommes qu'un souffle. Il est rare que la science accepte de se confronter à un tel vertige, mais parfois dans l'exercice de pensée surgit une clarté inattendue. L'hypothèse silurienne ne prouve rien, mais elle révèle la fragilité de nos certitudes. Elle nous rappelle que le passé est une ombre, et que ce que nous croyons solide peut être balayé par 100 000 ans de silence. Si les pierres gardent parfois les cicatrices du passé, il existe un autre livre silencieux, plus intime et plus mystérieux encore, l'ADN. Dans les spirales fragiles de cette molécule, dans les séquences de nos gènes, se cache l'histoire profonde de la vie. Chaque être vivant est une archive vivante, un palimpseste où s'entrelacent enfin des milliards d'années de mutations, de transmission, d'oubli. On pourrait croire que notre corps n'est qu'un simple outil biologique, mais il est aussi une mémoire, un enregistrement silencieux de tout ce qui nous a précédés. Lorsqu'on évoque l'idée d'une civilisation ancienne, effacée depuis 100 000 ans ou plus, la question se pose. Et si quelque chose de cette mémoire avait survécu non pas dans les pierres, mais dans nos propres gènes? L'archéologie traditionnelle fouille la terre, mais la génétique, elle, fouille le vivant. Et parfois, elle y découvre des traces fantômes, des fragments oubliés qui ne devraient plus être là. Les scientifiques déparlent de gènes fossiles pour désigner ces morceaux d'ADN qui ne fonctionnent plus, mais qui subsistent dans nos chromosomes comme des cicatrices. Ils sont les témoins d'anciennes étapes de l'évolution. Certains de ces fragments proviennent de virus disparus, qui se sont insérés dans notre génome et y dorment encore comme des ombres. Ainsi, près de 8% de notre ADN est constitué de restes viraux. Ce chiffre immense révèle que nous portons en nous la mémoire biologique d'innombrables rencontres, d'innombrables catastrophes invisibles. De la même manière, l'ADN humain garde la trace des croisements avec d'autres espèces proches. Nous savons aujourd'hui que les Néandertaliens et les Dénisoviens ne sont pas de simples figures fossiles, mais qu'ils vivent encore en partie à travers nous. Des fragments de leurs gènes circulent dans notre sang, influençant notre immunité, notre métabolisme, peut-être même certains aspects de notre esprit. L'humanité n'est pas une ligne pure, mais une mosaïque où s'entrelacent des héritages multiples. Et si, dans cette mosaïque, se cachèrent des fragments encore plus anciens, les restes muets d'un peuple oublié? Certains chercheurs se sont posé une question troublante.
Si une civilisation avait existé bien avant nous, aurait-elle pu laisser des traces dans l'ADN? La réponse est complexe. Une société technique ne s'imprime pas directement dans les gènes. Mais si cette civilisation avait été composée d'humains différents, ou si elle avait manipulé le vivant, alors peut-être certaines signatures génétiques auraient un survécu. De petites anomalies, des séquences incompréhensibles, des éléments insérés sans explication. Peut-être portons-nous déjà dans notre code des cicatrices d'expériences anciennes que nous ne savons pas encore lire. Il existe dans notre ADN ce que les scientifiques appellent de l'ADN poubelle, de longues séquences qui ne semblent avoir aucune fonction. Pendant longtemps, on les a considérées comme des résidus sans intérêt, des vestiges inertes. Mais peu à peu, on découvre que certaines de ces séquences jouent des rôles subtils dans la régulation des gènes, et d'autres restent incomprises. Elles sont là, obstinées, inscrites depuis des millénaires, mais leur sens échappe encore à notre regard. Comme des inscriptions dans une langue disparue, elles attendent peut-être qu'on apprenne à les déchiffrer. On peut imaginer que si une civilisation ancienne avait développé une maîtrise du vivant, elle aurait pu manipuler le code génétique d'espèces entières. De telles manipulations, si elles étaient suffisamment massives, pourraient en laisser des traces, des séquences artificielles étrangement régulières, intégrées dans le tissu du vivant. La Terre pourrait ainsi porter, dans ses forêts, dans ses océans, dans nos propres corps, les marques invisibles d'une biologie façonnée par d'autres mains. Aujourd'hui, nous n'y voyons que de l'évolution naturelle, mais demain, peut-être, nous y lirons les signes d'une mémoire enfouie. L'ADN est aussi une mémoire fragile. Il se dégrade, il se corrompt, il s'efface avec le temps. Mais dans certaines conditions, il survit plus longtemps qu'on ne l'imaginait. On a retrouvé de l'ADN vieux de centaines de milliers d'années, extrait de fossiles ou de sols gelés. Cela prouve que le code de la vie peut traverser des gouffres temporels immenses. Alors pourquoi ne pas imaginer que dans nos gènes actuels se cachent encore des fragments issus d'époques oubliées? La question de la mémoire génétique ne se limite pas à la science. Depuis longtemps, certaines traditions s'y parlent comme de savoir inscrit dans le sang, de souvenirs héréditaires, des rêves eftins, des rêves qui se répètent, des visions qui semblent sincèrement venir de loin. La psychologie moderne a parfois évoqué l'inconscient collectif, cette idée que les mythes universels pourraient être liés à une mémoire partagée. La génétique ne prouve pas de telles transmissions de souvenirs, mais elle révèle que notre corps est bel et bien un livre ancien, rempli d'échos que nous ne comprenons pas encore. L'idée que nos gènes puissent de porter la trace d'un monde perdu est vertigineuse. Elle brouille la frontière entre histoire et biologie, entre archéologie et génétique. Peut-être qu'un jour, en déchiffrant des séquences d'ADN obscures, nous trouverons des structures étrangement régulières, qui ne s'expliquent pas par l'évolution seule. Et alors, il faudra se demander, qui les a écrites? Était-ce la nature dans sa complexité ou bien une intelligence ancienne disparue depuis des dizaines de millénaires? La mémoire enfouie dans l'ADN est une mémoire sans visage. Elle ne raconte pas des histoires avec des mots, mais avec des lettres moléculaires. Pourtant, cette écriture silencieuse pourrait être plus durable que toutes nos bibliothèques. Les livres brûlent, les monuments s'effondrent, mais l'ADN peut traverser les âges, inscrit dans les lignées du vivant. Si une civilisation a voulu laisser un message à travers le temps, peut-être l'a-t-elle gravé non pas dans la pierre, mais dans la chair. Ce que nous appelons aujourd'hui génétique n'en est qu'à ses débuts. Nous savons lire certaines phrases de ce code, mais nous ignorons encore la majorité du texte. Peut-être qu'en apprenant à lire plus profondément, nous tomberons sur des fragments qui ne devraient pas être là. Des séquences étrangères, des structures artificielles, des cicatrices invisibles d'un âge révolu. Et peut-être que dans ce moment de lecture, nous comprendrons que nous ne sommes pas les premiers à avoir joué avec l'écriture de la vie. Ainsi, nos propres gènes pourraient être le musée le plus ancien du monde, mais un musée obscur, dont les salles sont verrouillées, dont les inscriptions sont effacées. Un musée où chaque fragment est une énigme, où chaque silence est un vertige. Nous portons en nous cette mémoire, sans savoir la lire encore, et dans ce silence moléculaire, il se peut que dorment les échos d'une humanité oubliée. Dans les grottes obscures, derrière les parois humides et les torches vacillantes, l'humanité a laissé ses premières images. Des bisons tracés au charbon, des chevaux aux contours puissants, des silhouettes humaines à demi effacées par le temps. Ces peintures, ces gravures, ces sculptures fragiles constituent les plus anciens témoignages connus de l'imaginaire humain. Elles datent de dizaines de milliers d'années,
parfois plus de 40 millénaires dans Santi, et elles suscitent encore la même stupeur. Comment des mains si anciennes ont-elles pu produire une telle finesse, une telle maîtrise? Et si ces images n'étaient pas seulement l'expression d'une humanité balbutiante, mais l'écho déformé d'un héritage plus ancien, transmis à travers la mémoire et le geste, l'art préhistorique frappe par sa maturité. Les fresques de Lascaux ou de Chauvet montrent un réalisme, une composition, une intelligence du mouvement qui semble surgir de nulle part, comme si l'art était apparu soudainement complet, sans apprentissage. Les archéologues parlent de révolution symbolique, un moment où l'esprit humain franchit un seuil décisif. Mais certains se demandent, et si cette révolution n'était pas une apparition ex nihilo, mais la réactivation d'une mémoire ancienne, une mémoire voilée que les artistes ont transcrite sans en comprendre l'origine. Il existe des motifs qui se répètent dans les grottes du monde entier. Des spirales, des points alignés, des formes géométriques récurrentes. On les retrouve en Europe, en Afrique, en Australie. Certains y voient les premières tentatives d'abstraction, mais d'autres y devinent des signes plus mystérieux, des codes transmis, des symboles dont le sens nous échappe. Ces motifs universels pourraient être le langage fossilisé d'un savoir plus ancien dont les clés se sont perdues. L'art rupestre ne se limite pas aux animaux chassés. Certaines peintures montrent des figures étranges, des êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux, des silhouettes aux proportions inhabituelles. Dans certaines de traditions, on y voit les premières formes de spiritualité, mais on peut aussi y lire l'écho d'un monde disparu, d'une mémoire confuse transmise sous forme d'images. Comme si les artistes de la préhistoire, en grattant la paroi de la grotte, faisaient ressurgir des souvenirs qui ne leur appartenaient pas totalement. Au-delà des grottes, d'autres formes d'art préhistorique troublent. De petites figurines, comme la célèbre Vénus de Willendorf, témoignent d'une symbolique puissante. Ces statuettes, datées principalement de plus de 20 000 ans, portent en elles une idée de la féminité et de la fertilité qui dépasse la simple représentation. Mais ce qui frappe, c'est leur récurrence à travers le monde. Des formes similaires apparaissent en Sibérie, en Europe, au Proche-Orient. Une telle universalité suggère une source commune, une mémoire partagée. Était-ce simplement l'instinct humain ou bien un héritage plus ancien, transmis de génération en génération jusqu'à se cristalliser dans la pierre? Certains archéologues notent aussi la présence de cartes ou de représentations cosmiques dans l'art ancien. Des gravures montrent des constellations, des alignements d'étoiles, des cycles lunaires. La précision étant parfois telle qu'elle semble dépasser les capacités supposées de sociétés de chasseurs-cueilleurs. Comment expliquer qu'il y a des dizaines de milliers d'années, l'homme observait déjà le ciel avec une telle attention? Peut-être était-ce le fruit de siècles d'observation, mais peut-être aussi que ces savoirs étaient des héritages, conservés dans la mémoire collective comme un fragment d'un monde plus ancien. L'art préhistorique agit comme un pont fragile entre le visible et l'invisible. Il est à la fois concret, des pigments, des outils, des gestes, et insaisissable, car son sens profond nous échappe. Nous contemplons ces fresques avec émerveillement, mais nous ne savons pas ce qu'elles signifiaient réellement. Peut-être n'étaient-elles que des récits de chasse. Peut-être étaient-elles des rituels pour invoquer la fertilité, la pluie, la survie. Ou peut-être étaient-elles des fragments d'une mémoire plus vaste, des images venues d'un temps antérieur, transmises inconsciemment par les mains des artistes. Ce qui fascine, c'est la constance du motif de l'effacement. Les grottes sont des sanctuaires, mais aussi des tombeaux de mémoire. Les peintures y sont cachées, loin de la lumière, comme si elles avaient été destinées non pas aux vivants, mais aux morts ou aux générations futures. Elles ressemblent à des messages enfouis, protégés des siècles, attendant d'être retrouvés. Si une civilisation avait voulu transmettre un héritage à travers le temps, ne l'aurait-elle pas dissimulé ainsi dans les lieux les plus stables et les plus sombres? Le geste artistique en lui-même peut être vu comme une mémoire. Quand un enfant trace une spirale sur la terre, il répète sans le savoir un geste vieux de dizaines de milliers d'années. Dans ce geste, il y a une continuité invisible. Peut-être que certaines formes que nous dessinons encore aujourd'hui sont les survivances de symboles anciens dont nous avons oublié le sens. L'art alors devient un langage secret, qui transmet des fragments de passé sans que nous en soyons conscients. Certains chercheurs s'aventurent même à dire que l'art préhistorique est une forme de technologie, pas au sens mécanique mais au sens symbolique. Une technologie de la mémoire, une machine à transmettre non pas des objets, mais des idées, des visions, des récits. Les grottes deviennent
des bibliothèques de pierre, où chaque image est une page d'un livre que nous ne savons plus lire. Peut-être que ces pages racontent l'histoire d'un monde disparu, voilé qui continue de vivre en filigrane dans notre imaginaire. Car l'art préhistorique ne disparaît pas. Il se prolonge dans les mythes, dans les religions, dans les symboles modernes. Les mêmes formes réapparaissent, les mêmes archétypes hantent nos rêves. L'héritage est là, même si nous ne le reconnaissons pas. Et cet héritage peut-être ne vient pas seulement de nous. Peut-être qu'en peignant un bison, un cheval, une spirale, nos ancêtres répétaient un geste appris ailleurs, un geste qui venait d'un passé si lointain qu'il avait déjà perdu son origine. Ainsi, l'art préhistorique est plus qu'une trace, c'est un voile qui laisse entrevoir, derrière les animaux et les signes, une mémoire plus ancienne. Une mémoire qui ne se dit pas par les mots, mais par les formes, par les lignes, par les couleurs, une mémoire silencieuse donc, transmise de génération en génération, comme une braise sous la cendre. Et dans cette braise, il y a peut-être l'écho d'une humanité oubliée, dont nous portons encore les gestes sans le savoir. Il est des domaines où l'imagination humaine se déploie avec une force presque irrésistible. Les civilisations disparues, les mondes engloutis, les traces impossibles font partie de ces terrains fertiles. Pourtant, face à cette fascination, l'archéologie officielle se dresse avec prudence, parfois avec fermeté. Elle refuse souvent d'ouvrir la porte aux hypothèses de sociétés anciennes effacées, non par aveuglement, mais parce que sa méthode repose sur la preuve tangible, sur la rigueur de la stratigraphie, sur la chronologie lente et patiente des faits. L'archéologie résiste aux fantômes parce que son rôle est de distinguer ce qui peut être vérifié de ce qui ne peut être qu'imaginé. La première raison est simple. Le temps profond est déjà assez difficile à lire. Chaque couche de terre, chaque fragment d'os, chaque outil de pierre demande des années de travail pour être replacé dans son contexte. Les preuves sont fragiles, souvent incomplètes, et leur interprétation exige une rigueur extrême. Si l'on cédait à chaque énigme ou à chaque anomalie, l'histoire deviendrait un champ de spéculation sans fin. L'archéologie choisit donc de se tenir à ce qui peut être répété, confirmé, mesuré. Tout le reste est mis à distance, relégué dans la marge de l'imaginaire. Mais il y a aussi une raison plus profonde. L'idée d'une civilisation avancée il y a 100 000 ans bouleverse l'ensemble du récit construit depuis 2 siècles. Ce récit repose sur une progression lente. Les premiers outils de pierre, puis le feu, puis l'agriculture, puis l'écriture. Chaque étape est replacée dans une chronologie qui donne à l'humanité une trajectoire claire. Si l'on introduit l'hypothèse d'un peuple technique oublié, tout vacille. Les certitudes deviennent incertaines, les repères se brouillent, et la science qui s'efforce d'apporter de la clarté hésite à ouvrir la porte à un chaos d'hypothèses. Il existe aussi une dimension culturelle. L'archéologie moderne s'est construite en opposition aux récits de mythiques. Pendant des siècles, les légendes d'Atlantide, de mondes engloutis, de géants disparus ont été prises au sérieux. Avec le développement des sciences, il a fallu se détacher de ces récits pour construire une discipline fondée sur l'observation. Accepter aujourd'hui l'idée de civilisation fantôme reviendrait à flouter à nouveau cette frontière entre mythe et science. L'archéologie, pour préserver sa crédibilité, préfère donc tenir les fantômes à distance. Pourtant, les archéologues eux-mêmes rencontrent parfois des énigmes troublantes, des monuments dont la datation semble trop ancienne, des objets qui défient la technologie supposée de leur époque, des ruines découvertes sous la mer. Mais la méthode impose d'abord de chercher des explications rationnelles. Erreurs de mesure, formation naturelle, intrusion moderne, ce n'est que lorsqu'aucune autre explication ne tient que l'on envisage l'hypothèse extraordinaire. Et souvent, une explication plus simple finit par s'imposer. Ce mécanisme de prudence est essentiel, mais il a aussi pour effet d'écraser parfois les marges de mystère. Il faut aussi comprendre que l'archéologie est prisonnière des preuves qu'elle peut trouver. Le temps profond détruit presque tout. Bois, tissus, métaux, même ossements. Ce qui reste est un minuscule fragment de ce qui a existé. L'archéologie sait que son récit est incomplet, mais elle ne peut travailler qu'avec les morceaux disponibles. Ouvrir la porte à des civilisations effacées, sans preuves tangibles, serait accepter une béance que la discipline ne saurait combler. Elle préfère donc reconnaître les limites de son champ plutôt que de céder à l'inconnu. La résistance de l'archéologie est aussi liée à son devoir envers la vérité scientifique. Dans un monde saturé de théories séduisantes et de récits fantasmés, elle doit garder une ligne claire. Car si l'on ouvre trop grand les portes du possible, tout devient possible.
des mondes extraterrestres installés sur Terre, des machines fabuleuses disparues, des récits où la preuve n'a plus de place. L'archéologie lutte contre ces dérives en maintenant une exigence stricte de preuve. Sa prudence, même frustrante, est une protection contre le chaos de l'imaginaire. Mais cette résistance n'empêche pas le vertige, car les archéologues savent mieux que quiconque combien l'histoire est fragile. Ils savent combien de mondes ont été effacés, combien de cultures ont disparu sans laisser de traces. Ils savent aussi que ce que nous croyons connaître de la préhistoire n'était qu'un fragment minuscule. Cette conscience les pousse parfois à admettre que, oui, des civilisations entières pourraient avoir existé et s'être dissoutes sans laisser de preuves suffisantes. Mais tant qu'aucun vestige indiscutable ne surgira, ces civilisations resteront dans l'ombre, confinées au statut de fantômes. L'archéologie résiste donc non pas parce qu'elle nie le possible, mais parce qu'elle protège le réel. Elle refuse de transformer les fissures de l'histoire en preuves trop vite proclamées. Elle sait que les anomalies sont souvent des illusions, que les pierres peuvent tromper, que le hasard imite parfois l'intention. Elle accepte que le passé profond soit plein de zones obscures, mais elle choisit de ne pas les remplir de chimères. Cette résistance, en vérité, est aussi une forme d'humilité. Cependant, il existe une tension permanente entre cette rigueur et l'imaginaire humain. Les chercheurs savent que leur discipline avance lentement, mais les récits populaires vont plus vite, plus loin. Les ruines englouties, les pierres mystérieuses, les artefacts impossibles circulent dans l'imaginaire collectif comme des preuves de mondes perdus. L'archéologie prudente ne peut rivaliser avec la puissance évocatrice de ces fantômes. Elle avance pas à pas quand l'imagination, elle, traverse les millénaires d'un seul bond. Cette tension est peut-être nécessaire. Sans l'imaginaire, nous ne chercherions pas. Sans la science, nous nous perdrions. Entre les deux, il y a un espace fragile, où le doute demeure. L'archéologie résiste aux fantômes, mais elle ne peut les faire taire complètement. Car chaque anomalie, chaque mystère, chaque absence réveille en nous la même question. Et si nous n'étions pas les premiers ? Il suffit de contempler une falaise, un pli de montagne, un désert de pierres pour comprendre que la Terre n'est pas un décor figé, mais une machine en mouvement. Tout y circule, tout y se transforme. Les continents glissent, se brisent et s'entrechoquent quand les océans se lèvent et se retirent. Les climats alternent entre feu et glace. Face à ces cycles immenses, les traces humaines paraissent des lames dérisoires. Nous croyons bâtir pour l'éternité, mais la planète ne connaît pas l'éternité des hommes. Elle efface, elle remodèle, elle engloutit. L'histoire humaine est une poussière posée sur une peau qui se renouvelle sans cesse. Ce que nous appelons civilisation est fragile, car elle repose sur des matériaux périssables. Le bois, la chair, les fibres disparaissent vite. Même le métal que nous croyons solide s'oxyde, se ronge, se dissout. Le béton se fissure, les routes s'effondrent, les monuments les plus massifs s'érodent. Si notre monde disparaissait demain, dans quelques siècles seulement, il serait déjà méconnaissable. Dans 10 millénaires, les jungles, les sables, les glaces auraient repris leur empire. Et dans 100 000 ans, il ne resterait presque rien. Les cycles terrestres auraient réabsorbé nos créations comme si elles n'avaient jamais existé. Le cycle de l'eau, à lui seul, est un grand effaceur. Les pluies dissolvent les pigments, rongent la pierre, brisent les sols. Les fleuves déplacent parfois les sédiments, emportant les constructions comme des jouets. Les mers des Yerkhares, avec leurs marées et leurs tempêtes, grignotent sans répit les rivages. Tout ce qui est bâti près de l'eau finit tôt ou tard englouti ou effacé. C'est pourquoi tant de cités anciennes reposent aujourd'hui sous les flots ou sous les alluvions. Les cycles hydrologiques transforment nos traces en silence. Le cycle du climat est tout aussi implacable. Les âges glaciaires recouvrent les terres sous des kilomètres de glace qui broient tout sur leur passage. Les périodes interglaciaires font fondre ces masses, libérant des torrents qui emportent les reliefs. À chaque alternance, des régions entières sont remodelées. Les steppes deviennent déserts, les forêts deviennent mers. Si une civilisation ancienne a existé, elle aurait pu être entièrement effacée par l'avancée et le recul des glaces, ses vestiges réduits à de la poussière minérale. Il y a aussi les cycles géologiques. La tectonique recycle la croûte terrestre, enfonçant des plaques entières dans les profondeurs du manteau. Ce processus, appelé subduction, engloutit les paysages, les montagnes, les villes. En quelques dizaines de millions d'années, la mémoire des continents est avalée et refondue. Même les traces les plus massives ne peuvent résister à une telle force. Le sol lui-même, qui paraît immuable, n'était qu'une surface mouvante où rien ne dure.
Les volcans rappellent eux aussi la fragilité de nos empreintes. En un instant, ils peuvent ensevelir une ville entière, comme Pompéi, mais aussi recouvrir les paysages de cendres qui finissent à n'en pas durcir et effacer les formes anciennes. Le feu jaillit des profondeurs détruit, mais il conserve parfois aussi, paradoxalement, en emprisonnant des silhouettes figées. Pourtant, sur le long terme, même ces mémoires se dissolvent. La lave finit par redevenir roche intégrée aux cycles minéraux. Les séismes, eux, fracturent les sols, brisent les monuments, ouvrent des failles qui avalent les traces humaines. Ils révèlent en fait la fragilité fondamentale de nos édifices. Là où nous voyons de la solidité, la Terre ne voit que des poussières qui se déplacent. Un tremblement de terre majeur peut, en quelques secondes, effacer des siècles d'histoire bâtie. Même le vent est un sculpteur. Dans les déserts, il polit les pierres, il efface les inscriptions, il recouvre les ruines. Les dunes avancent, recouvrant des temples, des villages, des routes. Les archéologues redécouvrent parfois ces cités perdues, mais combien d'autres dorment encore sous les sables, et combien ont été totalement réduites en particules. Les cycles biologiques contribuent eux aussi à l'oubli. Les plantes envahissent les constructions, les racines fissurent les murs, les forêts engloutissent les villes, les insectes, les champignons, les bactéries dévorent les bois, les peaux, les tissus. En quelques décennies seulement, une maison laissée à l'abandon se transforme en ruine verte, puis en sol fertile. La vie elle-même, dans sa puissance de régénération, efface les empreintes de l'homme. Face à cette mécanique, il devient clair que la mémoire matérielle d'une civilisation est précaire. Pour qu'elle survive 100 000 ans, il faut des conditions exceptionnelles, un ensevelissement soudain, une fossilisation, une conservation par le froid ou par la sécheresse. Sans cela, tout est promis à la disparition. C'est pourquoi l'archéologie ne retrouve qu'une infime partie du passé, ce que le hasard a bien voulu préserver. Si nous projetons cette logique vers le passé profond, une hypothèse troublante s'impose. Si des civilisations ont existé avant la nôtre, elles auraient été englouties par ces cycles implacables. Leurs monuments auraient été broyés par la glace, recouverts par la mer, avalés par les plaques tectoniques. Leurs objets auraient été réduits en poussière, dissous dans la chimie du sol. Seuls quelques fragments éparpillés pourraient en subsister, mais trop isolés pour être reconnus. Cette fragilité n'est pas qu'une spéculation sur le passé, elle concerne aussi notre avenir, car nous aussi sommes soumis au cycle de la Terre. Nos mégapoles, nos infrastructures colossales, nos réseaux planétaires ne sont rien face à des milliers d'années. Si nous disparaissions demain, les cycles commenceraient aussitôt à effacer nos traces. Dans 100 000 ans, la planète aurait presque tout digéré. Les géologues du futur ne trouveraient peut-être que quelques anomalies chimiques, quelques dépôts fossilisés, quelques artefacts incomplets. Nous deviendrions à notre tour des fantômes. Il est troublant de penser que l'histoire humaine, avec ses empires et ses guerres, ses arts et ses sciences, puisse être réduite à presque rien par la seule indifférence du temps. Mais c'est ainsi que la Terre fonctionne. Elle n'accumule pas les traces comme une bibliothèque. Elle les détruit, les transforme, les recycle. Sa mémoire est une mémoire d'oubli. Et pourtant, c'est dans cet oubli même que réside le mystère. Car si nos propres traces sont si fragiles, comment être sûr que d'autres, avant nous, n'ont pas été effacées de la même manière ? La fragilité des empreintes humaines face au cycle terrestre n'est pas seulement une réflexion sur la vanité de nos œuvres, c'est aussi une invitation à l'humilité. Elle nous rappelle que ce que nous croyons connaître du passé n'est qu'une silhouette partielle, dessinée dans un océan d'oubli. Et dans cet océan, il reste peut-être des mondes perdus, invisibles, engloutis à jamais. Il est une idée étrange, presque vertigineuse, et si la mémoire des civilisations ne reposait pas seulement dans la pierre et dans le sol, mais dans le ciel lui-même. Car le ciel est une archive silencieuse. Les étoiles, les planètes, les astres laissent en haleine des traces, des cycles, des alignements qui se répètent et qui se transmettent de génération en génération. L'humanité a toujours levé les yeux vers la voûte nocturne, et dans cette contemplation, elle a inscrit sa mémoire. Mais peut-être que cette mémoire est plus ancienne encore, plus vaste, et qu'elle garde les échos d'un monde disparu avant nous. Depuis les temps les plus reculés, les hommes ont observé le ciel avec une précision étonnante. Les constellations, les cycles lunaires, les équinoxes ont été notés, transmis, gravés dans la pierre. Des sites comme Stonehenge, Nabta Playa en Égypte ou Göbekli Tepe en Anatolie semblent alignés sur des phénomènes astronomiques. Leur ancienneté trouble. Ces monuments, érigés par des sociétés supposées rudimentaires, révèlent une connaissance du ciel d'une subtilité remarquable.
Et si cette science astronomique n'était pas née avec eux, mais héritée d'un savoir plus ancien, transmis comme une braise fragile à travers le temps? L'astronomie, en effet, est un langage qui traverse les âges. Les positions des étoiles changent lentement à cause de la précession terrestre. Mais certains alignements, certaines configurations reviennent à intervalles réguliers. Un peuple qui les aurait observés il y a 100 000 ans aurait pu transmettre ses connaissances sous forme de mythes, de chants, de rites. Avec le temps, les détails se seraient brouillés, mais la trame générale serait restée. Ainsi, quand nous contemplons les constellations, peut-être que nous répétons un geste plus ancien encore que notre propre humanité. Les mythologies regorgent d'astres personnifiés, de récits où les dieux habitent les étoiles. Or, ces récits sont souvent liés à des phénomènes réels, éclipses, comètes, conjonctions planétaires. Les anciens ne se contentaient pas d'admirer le ciel, ils le lisaient tant comme un texte. Cette lecture n'était pas seulement symbolique, elle pouvait aussi être pratique. Calendrier des saisons, prédiction des crues, orientation des voyages. Mais derrière cette utilité, il y a quelque chose de plus mystérieux. Pourquoi tant d'efforts à conserver cette mémoire céleste, sinon parce qu'elle venait déjà d'un héritage qu'il ne fallait pas perdre? Les étoiles peuvent aussi garder des traces invisibles à nos yeux. La lumière qu'elles émettent voyage pendant des millions d'années avant de nous atteindre. Observer le ciel, c'est toujours regarder le passé. Peut-être que si une civilisation avait émis des signaux il y a 100 000 ans, certains voyageraient encore dans le cosmos. Nous ne les avons pas identifiés, ou bien nous les avons confondus avec le bruit naturel des pulsars et des quasars. Mais l'idée demeure. Le ciel pourrait être le seul espace assez vaste et assez durable pour conserver la mémoire d'un peuple disparu. Les calendriers anciens, les zodiaques, les cartes stellaires sont autant de tentatives pour figer cette mémoire. Mais leur universalité interroge. En Chine, en Égypte, en Mésoamérique, des sociétés séparées par des milliers de kilomètres ont construit des monuments alignés sur le Soleil et les étoiles. Cette convergence pourrait être attribuée à la simple observation. Partout, les astres rythment la vie, mais elle pourrait aussi être le signe d'un fond commun, d'une tradition héritée d'un passé plus ancien, où les étoiles étaient déjà la clé de la mémoire collective. Ce qui frappe Célan, c'est la constance de certaines figures. Orion, par exemple, est l'une des constellations les plus reconnaissables. On la retrouve représentée dans des traditions très éloignées, toujours associées à des récits de chasseurs, de guerriers, de dieux puissants. Les Pléiades, petit amas d'étoiles, sont également universelles. Presque toutes les cultures leur attribuent un rôle mythique. Comment expliquer cette permanence, sinon par une mémoire extrêmement ancienne, antérieure même à la dispersion des peuples? Peut-être que ces récits sont les derniers fragments d'un langage céleste transmis depuis des dizaines de milliers d'années. Dans cette perspective, les étoiles deviennent les témoins d'un passé invisible. Elles ne conservent pas seulement les cycles astronomiques, mais elles gardent aussi, dans nos récits, la trace de nos ancêtres les plus lointains. Si une civilisation avait existé il y a 100 000 ans, elle aurait forcément levé les yeux vers le ciel. Elle aurait tracé des cartes, construit des alignements, raconté des mythes. Ces mythes auraient traversé les âges, transformés, mais toujours présents. Aujourd'hui, nous les racontons encore, sans savoir qu'il pourrait n'en venir d'un peuple dont le nom est perdu. La mémoire des étoiles est double. Elle est physique et culturelle. Physique, car la lumière conserve le passé. Culturelle, car les mythes et les monuments transmettent un héritage. Cette mémoire est peut-être la seule qui résiste vraiment au cycle terrestre. Les montagnes s'effondrent, les océans montent et descendent, les continents dérivent. Mais le ciel, lui, reste stable à l'échelle humaine. Même si les étoiles se déplacent lentement, leur danse est si vaste qu'elle devient le fil conducteur des civilisations. C'est peut-être là que se cache la clé. Dans un monde où tout s'efface, les étoiles offrent la seule permanence capable de porter la mémoire au-delà des siècles. Il est possible que nous ne sachions jamais si une civilisation antérieure a existé. Mais il est certain que les étoiles portent en elles les échos des générations humaines qui les ont contemplées avant nous. Elles sont les miroirs immobiles de notre fragilité. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'une chaîne plus longue que notre propre mémoire. Peut-être même que, dans leur silence lumineux, elles conservent l'empreinte d'un monde perdu, que nous ne saurons jamais nommer. Chaque civilisation, depuis les premières cités mésopotamiennes jusqu'aux métropoles tentaculaires d'aujourd'hui, se pense unique. Chacune croit avoir trouvé la formule qui la fera durer au-delà des âges. Pourtant, quand on contemple le fil de l'histoire, le constat est implacable. Tout finit par s'effacer.
Les ruines que nous visitons sont les cicatrices visibles de cet effacement, mais derrière elles s'étend un océan de mondes disparus, avalés sans laisser de traces. La Terre ne garde pas mémoire de tout. Elle choisit, ou plutôt elle laisse le hasard choisir. Ce qui demeure n'est pas représentatif mais accidentel. Le destin commun des civilisations semble donc être l'oubli, l'effacement dans la poussière et la pierre. Les plus grands empires, au sommet de leur puissance, paraissaient invincibles. Rome se voyait éternelle, la Chine impériale se pensait au centre du monde, les empires mayas et incas croyaient leur cosmos immuable. Tous ont chuté. Les routes romaines ont été avalées par la végétation, les temples mayas par la jungle, les palais mésopotamiens par les sables. Ce que nous appelons vestige n'est qu'une fraction infime. Un mur effondré, un bas-relief érodé, une inscription à demi effacée. Tout le reste a disparu, broyé par le temps. Imaginons alors une civilisation plus ancienne, effacée non pas par quelques millénaires mais par 100 000 ans. Ces traces auraient subi 1000 fois plus d'épreuves. Glace, séismes, éruptions, océans, tout aurait comploté pour les réduire à rien. Ce que nous aurions pu en retrouver ne seraient pas des monuments majestueux, mais des fragments épars, indéchiffrables, semblant naturels. Peut-être en croisons-nous déjà dans des pierres gravées, dans des anomalies géologiques, mais nous ne savons pas les lire. L'effacement ne détruit pas tout. Il transforme, il brouille, il rend méconnaissable. Ce destin n'est pas seulement celui du passé, c'est aussi le nôtre. Nous croyons que nos tours d'acier, nos satellites, nos archives numériques garantiront notre mémoire. Mais ces créations sont encore plus fragiles qu'une pyramide de pierre. Dans quelques siècles sans entretien, nos réseaux s'éteindraient, nos serveurs rouilleraient, nos bibliothèques brûleraient ou moisiraient un nom. Dans 10 millénaires, nos villes seraient d'autres méconnaissables. Dans 100 000 ans, il ne resterait de nous que des strates chimiques, peut-être quelques fossiles de plastique, quelques anomalies isotopiques. Nous aussi nous sommes promis à l'effacement. Les civilisations sont comme des vagues sur l'océan du temps. Elles naissent, grandissent, atteignent un sommet, puis se retirent. Chacune croit être la première, chacune croit être la dernière. Mais toutes finissent par disparaître dans le ressac. Les mythes anciens en témoignent, les âges successifs de l'humanité, les mondes détruits par le feu ou l'eau, les soleils qui s'éteignent pour céder la place à d'autres. Ces récits ne sont pas seulement des images, ils expriment une intuition universelle. La permanence n'existe pas. Et si des civilisations avaient fleuri avant la nôtre, leur destin aurait été identique. Elles auraient inconnu leur âge d'or, elles auraient en bâti, exploré, peut-être maîtrisé des forces que nous redécouvrons aujourd'hui. Puis, inévitablement, elles auraient décliné, victimes d'un cataclysme, d'un effondrement interne ou simplement de l'usure du temps. Leurs monuments auraient été engloutis, leur savoir oublié, leurs traces digérées. Leur mémoire se serait peut-être transformée en mythe, en légende, en rumeurs transmises de génération en génération. Mais leur réalité concrète aurait disparu. Ce cycle universel pose une question troublante. Si toutes les civilisations sont promises à l'effacement, alors quel est le sens de leur existence ? Peut-être ne réside-t-il pas dans la durée, mais dans l'intensité. Chaque civilisation est une flamme qui éclaire un instant l'obscurité avant de s'éteindre. Ce qu'elle apporte au monde, art, pensée, technologie, n'est pas conservé éternellement, mais il enrichit un temps le tissu vivant de la Terre. L'effacement ne nie pas l'importance, il la relativise. L'archéologie montre que même les plus grandes réalisations peuvent disparaître sans retour. On croit souvent que l'histoire est une ligne continue, mais en réalité, elle est faite de ruptures, de pertes, d'oublis. De nombreuses inventions ont été découvertes, oubliées, puis redécouvertes. Le béton romain, par exemple, fut perdu pendant des siècles avant que nous ne retrouvions sa recette. Qui sait combien d'autres savoirs se sont éteints à jamais, engloutis avec les civilisations qui les portaient en. L'effacement n'est pas seulement matériel, il est aussi intellectuel. Ainsi, l'idée de civilisation fantôme n'est pas absurde. Si nous savons que les savoirs peuvent disparaître en quelques siècles, pourquoi ne pas imaginer que des mondes entiers aient pu s'éteindre sans laisser plus que quelques murmures ? Le destin commun des civilisations est d'être oublié. La nôtre n'y échappera pas. Et cette conscience devrait nous inviter à l'humilité. Nous ne sommes pas les maîtres du temps, seulement ses passagers. Pourtant, il y a une forme de beauté dans cet effacement. Car si tout disparaît, tout renaît aussi. Les ruines deviennent des forêts, les cendres deviennent des sols fertiles, les mers recouvrent les plaines pour y créer de nouveaux mondes. L'effacement est aussi une transformation.
Peut-être que les civilisations disparues ne sont pas perdues, mais intégrées au tissu de la Terre. Leurs pierres broyées nourrissent les montagnes, leurs métaux dissous circulent dans les océans, leurs mythes se transforment en récits universels. L'oubli n'est pas un néant, il est une métamorphose. Penser que l'effacement est notre destin commun, c'est accepter que nous ne sommes qu'une étape. Et dans cette étape, nous portons la responsabilité de laisser une trace, même fragile, de ce que nous avons été. Non pas pour l'éternité, mais pour l'instant, pour les générations qui viennent. Peut-être que nos traces matérielles disparaîtront, mais nos gestes, nos idées, nos récits se transformeront et continueront sous d'autres formes. Le temps profond avale tout, mais il redonne aussi sans cesse de nouvelles formes à la vie. L'idée peut sembler lointaine, presque insupportable. Et si notre propre civilisation, avec ses tours étincelantes, ses machines prodigieuses et ses réseaux planétaires, n'était qu'un souffle passager promis à disparaître comme toutes les autres? Nous vivons dans l'illusion d'une permanence, persuadés que notre mémoire survivra grâce aux archives numériques, aux satellites, aux monuments colossaux. Pourtant, quand on observe le temps profond et la mécanique de la Terre, cette certitude vacille, car ce qui est arrivé à d'autres mondes, réels ou hypothétiques, pourrait bien être notre destin. Sommes-nous, à notre tour, une civilisation en sursis? Les signes de fragilité sont partout. Notre monde repose sur une infrastructure d'une complexité extrême, mais aussi d'une vulnérabilité inquiétante. Nos villes dépendent d'un flux constant d'énergie, de ressources, de communication. Si ce flux venait à s'interrompre, l'édifice s'effondrerait rapidement. Un siècle sans entretien suffirait pour que les gratte-ciel deviennent ruines, les ponts s'effondrent, les routes disparaissent sous les herbes. En quelques millénaires, la planète aurait recouvert presque toutes nos traces. Et dans 100 000 ans, il ne resterait de nous que quelques cicatrices chimiques perdues dans les sédiments. La fragilité ne vient pas seulement de l'extérieur, des séismes, des volcans, des océans, mais aussi de l'intérieur. Les civilisations s'effondrent souvent sous leur propre poids. Elles surexploitent leurs ressources, elles modifient leur environnement au point de provoquer leur chute. Les Mayas, les habitants de l'île de Pâques, tant d'autres sociétés se sont effacées parce qu'elles avaient franchi un seuil critique. Nous ne faisons pas exception. Nos forêts disparaissent, nos océans s'acidifient, notre climat se dérègle, nous creusons dans le sol les signes mêmes de notre vulnérabilité. Ce que nous appelons progrès pourrait être une forme de vertige. Nous croyons nous élever, mais chaque pas vers la puissance technique accroît aussi notre fragilité. Une civilisation mondiale, interconnectée, dépendante de systèmes complexes, est plus vulnérable qu'une mosaïque de petites sociétés résilientes. Un choc global, pandémie, guerre nucléaire, effondrement climatique, pourrait faire basculer l'ensemble en quelques décennies. Et dans le silence qui suivrait, la nature reprendrait sa place, effaçant méthodiquement nos empreintes. Il est troublant de penser que nos propres actions inscrivent déjà notre disparition possible dans la géologie. Les couches de plastique fossiles, les excès de dioxyde de carbone, les métaux rares dispersés dans les sols seront peut-être les seuls indices que nous aurons existé. Pour une civilisation future, ces anomalies sembleraient étranges, mais pas forcément reconnaissables comme humaines. Elles pourraient être interprétées comme le résultat de phénomènes naturels. Et nous deviendrions, aux yeux du futur, une énigme géologique, une parenthèse brève et incompréhensible. L'hypothèse de notre sursis n'est pas qu'une réflexion scientifique, elle résonne aussi dans nos mythes et nos peurs. Depuis toujours, les cultures parlent de fin du monde, de déluge, de feux apocalyptiques. Ces récits traduisent une conscience ancienne, celle que tout peut s'effondrer. L'humanité sait, au fond, que son destin était fragile. Nous avons donné des visages divins à ces angoisses, mais elles reposent sur une réalité tangible. Rien ne dure. Pourtant, il existe une différence subtile entre l'effacement et le néant. Les civilisations passées, même disparues, ont laissé des héritages. Rome a disparu, mais ses routes, son droit, sa langue survivent dans d'autres formes. Les Mayas ont décliné, mais leurs descendants vivent encore. Même ce qui est effacé nourrit ce qui vient après. Si nous devions disparaître, peut-être laisserions-nous plus qu'un silence. Peut-être que nos récits, nos symboles, nos mythes continueraient à vivre dans des formes transformées, portées par ceux qui survivraient ou par des peuples encore à naître. La question n'est donc pas seulement de savoir si nous sommes en sursis, mais aussi ce que nous laisserons, car il est possible que notre héritage ne soit pas matériel, mais immatériel,
Une mémoire inscrite dans le langage, dans l'imaginaire, dans l'ADN, dans le ciel. Ce que nous croyons fragile pourrait être plus durable que nos monuments. Les mythes que nous créons aujourd'hui pourraient en survivre à nos tours d'acier, comme les récits de déluge ont survécu aux cités englouties. Être en sursis, c'est aussi être conscient. Nous savons que nous sommes vulnérables, que notre monde peut s'effondrer. Mais cette conscience peut devenir une force, elle peut nous pousser à chercher des manières de durer, à inscrire notre mémoire dans des supports plus résistants, à préserver notre planète plutôt que de l'épuiser. La fragilité n'est pas une condamnation, elle est une alerte, et pourtant, même si nous parvenions à prolonger notre existence, même si nous franchissions des millénaires, le temps profond finirait par nous rattraper. Les cycles terrestres sont plus puissants que nos efforts. Les continents se déplacent, les océans montent, les astres changent. Rien n'échappe au mouvement. Dans des centaines de milliers d'années, notre civilisation sera peut-être méconnaissable, fondue dans d'autres formes ou totalement effacée. Sommes-nous une civilisation en sursis ? La réponse est probablement oui. Mais ce sursis n'est pas unique. Il est le lot de toutes les civilisations. L'oubli est leur destin commun, l'effacement leur horizon. Ce que nous pouvons choisir, c'est la manière dont nous habitons ce temps limité, non pas en cherchant l'éternité, mais en acceptant la beauté de l'instant. Peut-être est-ce cela, finalement, le véritable sens d'une civilisation, non pas durer, mais éclairer, brièvement, l'obscurité immense du temps.